Donc, this meeting is being recorded. Je dis juste deux, trois mots pour ouvrir cette séance. Bienvenue à tous et à toutes ici dans le séminaire en 2021. C'est un séminaire pour réunir les analystes du discours francophones. On le fait depuis 5 ans ou 7 ans déjà. Au départ, c'était avec Jocelyn Boutet, François Landerfer. Cette année, nous sommes à 5 pour l'organiser. C'est avec Christine Baratz, Manon Imalki, Marc Lady, Luciana Radoukagi et moi-même, Johannes Anger-Müller. Et donc, nous sommes ravis de vous voir ici. C'est un séminaire qui est organisé avec Discournet, qui est l'Association internationale des études du discours. Si vous voulez suivre ces séminaires, vous êtes tout à fait bienvenus. J'imagine que vous avez tous vu les invitations, notre site avec les annonces. Il faut bien être inscrit pour recevoir les messages du séminaire, sinon, voilà, il y a peut-être des changements, des liens que vous ne recevez pas. Donc, il faut absolument que vous allez vers notre site pour vous joindre au groupe et pour bien recevoir les actualités. Et donc, si ça vous plaît, si vous voulez devenir membre de Discournet, vous êtes tout à fait bienvenus pour venir vous inscrire aussi dans l'association. Nous sommes en train de chercher des enthousiastes, des gens qui nous aident à construire cette association. Donc, voilà, c'est de mon côté. Je pense que maintenant, c'est à Christine, non, pour dire quelque chose sur cette séance. On ne t'entend pas. Tu ne t'entends pas? Oui, non, si je mettais mon micro, c'est mieux. C'est qu'en même temps, je mets des références dans le chat des travaux de Romain. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci, vraiment sincèrement, merci Romain d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais signaler 2 ouvrages que tu as publiés. Donc, le dernier en date, Les nouvelles lois du web, modération et censure au seuil. Et puis, le désenchantement de l'Internet, des informations, rumeurs, propagande, que tu avais publié en 2017. J'ai mis les références dans le chat. Et donc, aujourd'hui, tu travailles sur les espaces, les débats sur, je dirais, sur le numérique, sur le web en général. Et en particulier, tu prêtes attention à différents types de débats. Et dans ton dernier ouvrage, tu t'intéresses aux formes de régulation des plateformes par rapport au contenu. Et tu vas nous présenter aujourd'hui le travail que tu as pu mener après donc, les attentats contre la rédaction de Charlie Hebdo en janvier 2015 sur la façon dont a circulé, s'est diffusé et a été traité les « Je suis Charlie et je ne suis pas Charlie », en particulier, donc tu t'es intéressé à « Je ne suis pas Charlie » et à la façon dont ces débats se sont manifestés dans différentes arènes sur le web. Donc, ce que je propose à toutes et à tous, c'est n'hésitez pas à intervenir dans le chat si vous avez des questions. On va d'abord donner la parole à Romain pour une prise de parole de 45 minutes environ. Et puis ensuite, on vous donnera la parole pour échanger avec Romain sur son travail. Donc, Romain, c'est à toi. Merci Christine. Bonjour à toutes et à tous. C'est ravi donc de participer à cette séance de séminaire aujourd'hui qui m'a donné l'occasion justement de me replonger dans ces 2 études. Alors comme le disait Christine, moi je suis pas du tout un spécialiste d'analyse du discours. Mon champ d'études, c'est plutôt effectivement les mobilisations sur Internet et l'analyse des mouvements d'opinion. Et donc, c'est à ce titre que je me suis intéressé au mouvement des « Je ne suis pas Charlie » après les attentats de 2015 et que j'ai analysé plutôt à partir d'une méthode d'analyse ou de cartographie des controverses, donc en essayant de recenser les différents acteurs et arguments qui s'opposaient dans l'espace public et l'espace public numérique sur les questions de soutien ou de critique de Charlie Hebdo. Et puis aussi à partir d'une analyse
suivant des méthodes d'analyse de la délibération en ligne, qui là sont un courant de recherche assez spécifique dans le domaine de l'analyse de la participation politique sur Internet, qui vise justement à analyser des conversations, des débats, suivant une méthode de codage pour essayer d'étudier généralement le degré de polarisation du débat, le degré d'argumentation. Enfin, il y a beaucoup de critères qui sont analysés comme ça dans les travaux sur la délibération en ligne. Donc, du coup, ça, je reviendrai aussi sur ces méthodes tout à l'heure. Alors, je vais évoquer deux études ici. La première, c'est une étude qui a effectivement été publiée dans un livre collectif dirigé par Claire Secaille et Pierre Lefébure, qui s'appelle toujours d'ailleurs Le Défi Charlie, et qui portait sur justement les prises de parole de ceux qui se revendiquaient comme appartenant au « Je ne suis pas Charlie », c'est-à-dire qui critiquaient, enfin qui dénonçaient les attentats tout en refusant d'accorder un soutien à la ligne éditoriale de Charlie Hebdo. Et comme on verra, c'est un mouvement qui était assez divers et qui aussi épousait des arguments qui étaient très divers. Et puis une deuxième étude qui avait été publiée dans Sciences de la Société dans un dossier dirigé par Brigitte Seba sur l'événement politique en ligne, qui portait plus spécifiquement sur les débats au sein de la communauté musulmane en France, donc je mets des guillemets, après les attentats de Charlie Hebdo, à partir d'une étude de la page Facebook d'un média musulman très populaire en France qui est Oumma, sur lequel je reviendrai aussi, toujours avec une méthode d'analyse de controverses, de cartographie des controverses et aussi d'analyse du débat en ligne. Alors, peut-être que pour commencer, je pourrais vous expliquer comment j'en suis venu à m'intéresser à ce sujet-là, parce que le contexte, évidemment, il est important. En fait, donc en 2015, quand ont eu lieu les attentats contre Charlie Hebdo, j'étais maître de conférence à l'université de Cergy-Pontoise et j'enseignais dans un master de journalisme. Dans le master de journalisme de l'université, un cours qui s'appelait Médias et controverses, et donc qui justement visait à croiser les méthodes de l'analyse de controverses et les méthodes de l'enquête journalistique pour faire à des étudiants des enquêtes à la fois sociologiques et journalistiques sur différentes controverses médiatiques et le traitement médiatique de différentes controverses. Et donc, dans le cadre de ce cours, il y avait une séance justement sur les controverses autour de Charlie Hebdo, donc avant les attentats, après la publication des caricatures de Mahomet, etc., etc. Et le jour des attentats, j'étais justement en train de donner ce cours aux étudiants du master de journalisme. Et on est allé le soir ensemble, place de la République, et évidemment, on a beaucoup parlé de toutes ces thématiques-là dans les jours et les semaines qui ont suivi. Et j'ai suivi à titre personnel, par intérêt personnel, ce qui se passait sur les réseaux sociaux à ce moment-là, donc le mouvement des Je suis Charlie, dont on a beaucoup parlé. Mais quand j'ai vu apparaître ce hashtag Je suis Charlie, le jour même des attentats sur Twitter, je me suis dit que, étant donné les controverses qui avaient eu lieu par le passé autour de la ligne éditoriale de Charlie Hebdo, tout le monde ne se retrouverait pas derrière ce mot d'ordre, ce slogan « Je suis Charlie », et que je m'attendais à ce qu'il soit critiqué aussi, ce mot d'ordre. Ce qui n'a pas raté, puisque le jour même, ou dès le lendemain, j'ai pu observer des prises de position assez disparates d'ailleurs autour du hashtag « Je ne suis pas Charlie ». Et donc j'ai commencé vraiment à titre personnel à m'y intéresser à ce mouvement pour voir quelles étaient ces émotions qui émergeaient à contre-courant du mouvement d'émotion nationale, sachant que les « Je ne suis pas Charlie », c'était vraiment quelque chose de spécifique. C'est-à-dire que si on prend tous les mouvements en ligne, les mouvements d'opinion en ligne qui sont allés à contre-courant du mouvement dominant Je suis Charlie, on avait d'abord des tweets, surtout des tweets qui faisaient preuve d'apologie de crimes terroristes, donc là qui se réjouissaient des attaques. Alors là, on est face à des tweets qui sont extrêmement minoritaires, mais qui étaient quand même présents. Les services de police avaient annoncé avoir recueilli près de 3700 tweets qui pouvaient faire
qui pouvaient être assimilées à des tentatives d'apologie du terrorisme. On avait ensuite les théories complotistes, donc, qui remettaient en cause la version officielle, là aussi je mets des guillemets, des attentats. Et là, on a les travaux de Gérald Bronner sur le sujet qui montraient que quelques jours après les attentats de Charlie Hebdo, on avait déjà une centaine d'arguments complotistes qui étaient diffusés sur les réseaux sociaux pour mettre à mal cette version officielle. Et puis, on avait les « Je ne suis pas Charlie », et les « Je ne suis pas Charlie », c'était quelque chose d'un peu différent. C'était un discours argumenté qui cherchait à défendre une position, la position qui est la suivante, qui était de condamner les attentats, vraiment sans l'ombre d'un doute. Vraiment, on condamnait fermement les attentats, mais pour autant, on refusait de dire « je suis Charlie », c'est-à-dire qu'on refusait de soutenir la rédaction au nom d'un certain nombre d'arguments que je vais vous présenter par la suite. Et donc là, on était face à une réaction qui était beaucoup plus argumentée. Dans les médias, il m'a semblé que dans les jours qui ont suivi les attaques, ces « Je ne suis pas Charlie » étaient quand même assez caricaturés, ou en tout cas, on faisait souvent l'amalgame entre les « Je ne suis pas Charlie » et les tentatives d'apologie de crimes terroristes, alors que ce que j'observais à titre personnel, c'était quelque chose qui était très différent. Donc je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de chercher à quantifier ou à objectiver un minimum ces mouvements d'opinion à partir des méthodes que moi j'utilisais dans mes travaux pour essayer de savoir qui sont vraiment ces « Je ne suis pas Charlie » et qu'est-ce qu'ils racontent. Et une fois de plus, voilà, moi je me suis lancé dans ce travail d'abord par intérêt personnel avant toute chose. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord cherché à savoir, je vois que je peux vous partager mon écran, ce sera plus simple. J'ai d'abord cherché à comprendre ce qu'on pouvait trouver sur... vous voyez mon PowerPoint là? Ouais, c'est bon, ok. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver sur Google lorsqu'on tapait les mots-clés « Je ne suis pas Charlie » ou « pas Charlie ». Alors là, ce que vous voyez, par exemple, ce sont les requêtes en haut, les résultats aux requêtes « Je ne suis... » Non, excusez-moi. Ce sont les requêtes « Je ne suis pas Charlie » et « pas Charlie » réalisées durant tout le mois de janvier 2015, donc avec en rouge les « pas Charlie » et en bleu les « Je ne suis pas Charlie ». Donc on voit qu'il y a un pic le premier jour, directement après les attentats, enfin, un début de l'intérêt pour cette requête, qui arrive à son maximum le 10 janvier, donc la veille des marches républicaines, et puis après, un intérêt qui va décroissant très rapidement tout au long du mois de janvier. Je précise que ce que vous voyez à l'écran, donc, ce sont les résultats proposés par Google qui permettent d'étudier la popularité des requêtes qui sont formulées en pourcentage. Donc, en gros, comment ça marche? Le pic, ça représente le maximum de requêtes fait sur ce sujet-là. Et puis, le reste, c'est en pourcentage de ce maximum des requêtes. Je suis désolé, je manque un petit peu de clarté, mais bon, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Ce que vous voyez en dessous, c'est la comparaison entre les « Je suis Charlie » et le « Je ne suis pas Charlie ». Donc, en bleu, les « Je suis Charlie », en rouge, les « Je ne suis pas Charlie ». Tout ça pour vous montrer, par rapport à tout ce que je vais vous dire par la suite, que ces prises de parole « Je ne suis pas Charlie », quelles qu'elles soient, elles sont extrêmement minoritaires par rapport au « Je suis Charlie ». Ça, faut le dire dès le début. Les « Je suis Charlie », c'est un mouvement d'opinion qui prend énormément d'ampleur à la suite des attentats. Le jour même des attentats, de mémoire, il y a plus de 3 millions de tweets qui utilisent le hashtag « Je suis Charlie ». Cette formule « Je suis Charlie », elle va devenir une formule de ralliement de l'émotion nationale autour de ces attaques. Dès le soir du 7 janvier, place de la République, il y avait beaucoup de gens qui avaient imprimé cette célèbre cartouche « Je suis Charlie » qui utilisait la police de la titraille de Charlie Hebdo, qu'on retrouvait un petit peu partout. Et après, bon, évidemment, vous connaissez la postérité de ce mot d'ordre qui, encore aujourd'hui, est le symbole de cette émotion quand on dit « Je suis Charlie », quand on parle des attentats de Charlie Hebdo.
tout de suite, on pense à cette formule « je suis Charlie ». Donc, les « je ne suis pas Charlie », ils sont vraiment extrêmement minoritaires par rapport à tout ça. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ces requêtes « je ne suis pas Charlie » et « pas Charlie » sur Google. J'ai récupéré pour chacune de ces requêtes les 100 premiers résultats qui m'étaient proposés par Google. Donc, j'avais un corpus de 200 contenus qui pouvaient à la fois être des articles, des tribunes, des vidéos sur YouTube, des groupes Facebook, des hashtags sur Twitter. En gros, c'était tout ce que me sortait Google par rapport aux requêtes « je ne suis pas Charlie » ou « pas Charlie ». Étant donné que je voulais faire une analyse de ce mouvement d'opinion, je n'ai retenu que des contenus qui pouvaient justement être identifiés comme des prises de position, c'est-à-dire qu'il fallait que les auteurs parlent en leur nom propre, ça c'était très important, il fallait que ce soit eux qui s'expriment pour dire pourquoi ils ne se sentaient pas Charlie, donc qui s'expriment en leur nom propre ou qui s'expriment au nom d'une communauté ou d'un groupe auquel ils se sentaient appartenir. En tout cas, il fallait qu'il y ait une dimension personnelle derrière cette prise de position. Donc ça, c'était le premier point. Et deuxième point, il fallait qu'il y ait une argumentation. Il fallait que ces internautes cherchent à expliciter les raisons pour lesquelles ils ne se sentaient pas Charlie. Donc, il fallait que je puisse, de mon côté, lister ces arguments. Donc, comme je vous le disais, méthode de cartographie des controverses, c'est-à-dire une méthode de recension, en fait, très, très simple, très basique. C'est vraiment très basique. D'un côté, des acteurs, qui est-ce qui parle, comment on peut les identifier, comment ils se présentent eux-mêmes, etc., etc. Et d'un autre côté, quels sont les arguments qu'ils mettent en œuvre, qu'ils présentent pour dire qu'ils ne sont pas Charlie, et là encore, les lister. Une fois que j'ai eu cette liste d'arguments, alors je tiens à préciser d'abord, je vous ai dit, il y avait 100 résultats pour je ne suis pas Charlie, 100 résultats pour par Charlie. Évidemment, il y avait beaucoup de résultats communs à ces deux requêtes. Donc, lorsque j'ai éliminé les doublons et que j'ai éliminé aussi les articles de presse qui parlaient du mouvement « Je ne suis pas Charlie », mais sans donner la parole à ceux qui s'exprimaient, j'ai eu un corpus de 113 résultats différents. Okay, donc, j'avais 113 contenus différents que j'ai analysés par la suite. 113 résultats différents qu'une fois, après avoir listé donc, tous ces arguments et tous ces acteurs, j'ai essayé d'en faire une typologie pour essayer de voir s'il y avait des arguments qui se recoupaient, des types d'acteurs qu'on pouvait rassembler, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'il est ressorti de cette première étude? D'abord que sur le web, parce que là, je ne suis pas sur les réseaux sociaux à ce moment-là, je suis vraiment sur une analyse des résultats de Google, on pouvait identifier 3 grands types de « je ne suis pas Charlie ». 3 grands types de « je ne suis pas Charlie ». Le premier qui était plutôt une critique politique venant de la gauche et de la gauche radicale, qui pouvait s'identifier à une forme plutôt de « je suis Charlie, mais ». Donc, il y avait des arguments en faveur du pas Charlie, mais il y avait quand même aussi une adhésion et un soutien à la rédaction de Charlie Hebdo, mais avec beaucoup de pincettes, qui se cristallisait autour d'une critique, d'une part, de la récupération politique de l'émotion nationale suscitée par les attentats. Donc, cette idée qu'il fallait se méfier de l'émotion et de l'union nationale derrière le « je suis Charlie », parce que ça allait être utilisé pour faire voter des lois liberticides, ça allait être utilisé pour mettre en place des mécanismes de surveillance généralisée de la population. En gros, une critique très forte d'une forme de Patriot Act à la française. Ça, c'était vraiment une thématique qui revenait souvent. On ne veut pas de Patriot Act à la française. Et là, on ne peut pas nier que ces arguments, quelque part, on fait mouche, parce que c'est un peu ce qui s'est passé par la suite quand même, toutes les législations qui ont été mises en œuvre pour accentuer la surveillance du web, pour surveiller davantage la population. Et puis cette récupération politique, elle est très critiquée aussi, notamment lors des marches républicaines du 11 janvier, puisqu'on va voir défiler aux côtés de l'exécutif français des personnalités politiques qui ne sont
pas franchement des défenseurs de la liberté d'expression. Donc, on a des délégations qui viennent de Russie, qui viennent de différents pays arabes, et notamment d'Égypte. Et la délégation égyptienne, à ce moment-là, elle suscite beaucoup de critiques parce que le jour même, le jour des marches républicaines, en Égypte, un blogueur égyptien est condamné à de la prison ferme pour avoir publié des posts qui sont jugés blasphématoires. Donc voilà, il y a cette idée de récupération politique qui n'est absolument pas légitime derrière ce « je suis Charlie ». Ce qui est intéressant dans cette critique de la récupération, c'est qu'elle vient aussi des survivants de Charlie Hebdo eux-mêmes. On a par exemple Luz qui va prendre la parole dans les médias pour dire on essaye de faire de Charlie Hebdo un symbole, mais justement les symboles, c'est tout ce contre quoi se bat Charlie Hebdo. On a chanté la Marseillaise lors des marches républicaines, mais Charlie Hebdo aurait vomi ce type de réaction, etc., etc. Donc voilà, cette première forme de critique, où on trouve aussi une critique de la ligne éditoriale de Charlie Hebdo à l'égard des musulmans français, puisque avant même les attentats, il y avait déjà des controverses autour de savoir si la ligne éditoriale de Charlie Hebdo, en publiant les caricatures de Mahomet, en publiant différentes caricatures qui étaient jugées stigmatisantes à l'égard des musulmans français, faisait ou pas le jeu de l'islamophobie. Donc ça, c'était vraiment les deux grands thèmes qu'on retrouvait dans ce groupe, la récupération, la critique de l'unanimité, mais aussi des questionnements autour d'une supposée islamophobie des publications de Charlie Hebdo. Le deuxième grand groupe, c'était un groupe qui se revendiquait plutôt d'une forme de traditionnalisme catholique, et de mouvements plutôt situés à la droite de la droite, alors avec des mouvements très divers, hein, des catholiques traditionnalistes, des mouvements d'extrême droite, des mouvements identitaires, qu'il est difficile de réunir sous un même groupe, parce que là aussi, on avait une grande différence suivant qui s'exprimait. Ceci dit, ils partageaient tous un point commun, ces internautes-là, qui était de critiquer la ligne éditoriale de Charlie Hebdo au nom d'un point de vue conservateur, et surtout au nom de la menace que Charlie Hebdo faisait peser sur les valeurs traditionnelles de la France, hein. Donc là, on critique plutôt l'héritage de mai 68, on critique le point de vue libertaire, anarchiste de Charlie Hebdo. Et donc ça, c'est un point de vue qu'on va retrouver dans 38 publications sur les 113. La première, on les retrouvait dans 41 des publications. Non, 43 et 41, excusez-moi. 43 et 41 publications, donc c'est assez équilibré. Le dernier, Je ne suis pas Charlie, était un Je ne suis pas Charlie qui venait de la part des musulmans ordinaires. Alors, qu'est-ce que j'appelle, de quoi je parle quand je parle de musulmans ordinaires? Là, je fais référence aux travaux de Niloufer Golle à l'EHESS sur justement la question du traitement médiatique des controverses autour de l'islam, où justement est désigné comme musulman ordinaire un individu lambda, un citoyen ordinaire, qui se revendique d'une certaine forme d'identité musulmane, mais qui identité musulmane qui prend des formes très diverses, hein, suivant que l'on soit juste attaché à une culture musulmane, ou qu'on soit croyant, ou qu'on soit pratiquant, etc., etc. De la même façon qu'il y a des catholiques ordinaires ou des juifs ordinaires, hein, mais qui justement ne sont pas engagés dans des formes soit de revendication de leur appartenance, soit de représentation de la communauté musulmane. Donc c'est ça l'idée de musulman ordinaire, c'est qu'il parle en son nom, il n'est pas dans une forme de revendication d'une représentation de la communauté. Et donc dans ce « Je ne suis pas Charlie » venant des musulmans ordinaires, qu'est-ce qu'on retrouvait? Une critique de la ligne éditoriale de Charlie Hebdo, qui était jugée islamophobe, ou en tout cas jugée comme alimentant l'islamophobie
à l'égard des musulmans français, et donc qui était dans une forme de légitimation des discriminations à l'égard des musulmans français. Thématique que l'on retrouve beaucoup aussi, qui est la question d'une vision un peu relativiste de la liberté d'expression, c'est-à-dire que on va descendre dans la rue pour défendre la liberté d'expression, mais il y a un deux poids deux mesures, c'est-à-dire que par exemple au moment des marches républicaines, il y a cette affaire, cette sous-affaire Dieudonné, où Dieudonné qui dit « je suis Charlie Koulibaly » est arrêté et mis en garde à vue. Et donc, il y a voilà, beaucoup d'interrogations autour de cette idée de comment on peut défendre la liberté d'expression et mettre en prison Dieudonné, alors que lui-même exerce lui-même sa liberté d'expression, quoique on en pense. Alors, ce qui m'avait intéressé, donc ça c'était pour les arguments, donc on a essayé d'en faire une typologie. On voit que c'est relativement équilibré, hein, cette ventilation des différents arguments entre critique de gauche, critique de droite et d'extrême droite traditionnaliste, et puis critique des musulmans ordinaires. Cela dit, ce que vous voyez en orange, en bas des graphiques, ce sont les 10 premiers résultats donnés par Google, parce que, bon, en fait, ça n'a pas trop d'intérêt d'analyser les 100 premiers résultats donnés par Google lorsqu'on sait que, passé les 10-20 premiers résultats, ils sont très peu vus. Ils sont très peu vus et très peu consultés, ces contenus. Donc, lorsqu'on s'intéresse aux 10 premiers résultats, on se rend compte que les controverses autour de l'islam et du blasphème et du droit à l'offense sont beaucoup plus visibles sur le web que les autres thématiques. Ce qui m'avait intéressé ensuite, c'était d'observer un petit peu qui parlait, et sans surprise, que dans les trois groupes, on observait une surreprésentation des individus qui parlaient en leur nom propre, de membres de la société civile, donc qui parlaient au nom d'une association, qui parlaient au nom d'une entreprise, d'une organisation, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est vraiment... il représentait plus de la moitié des prises de parole, ce qui n'est pas très surprenant, parce que, évidemment, dans une situation de controverse, on assiste toujours à un phénomène de vase communicant entre les médias de masse et le web, c'est-à-dire que les acteurs qui ont moins accès aux médias traditionnels vont avoir tendance à se déporter sur le web et les réseaux sociaux pour s'exprimer, ce qui donne une vision un peu distordue du débat sur le web, puisque les prises de position ne vont pas être représentatives non plus de ce qu'on peut avoir dans le débat public en général, puisque ce sont principalement ceux qui n'ont pas accès aux médias traditionnels. Enfin, principalement, pas forcément principalement, mais en tout cas, ils sont surreprésentés. Donc, pas de surprise dans le fait qu'on retrouve surtout des associations et des individus dans ces prises de position. On retrouve aussi pas mal d'intellectuels, quelques personnalités politiques et quelques médias. Alors, quand je mets des médias, ce sont des médias qui vont publier des tribunes au nom de la rédaction pour prendre position. Okay, on n'est pas dans le traitement neutre ou objectif, je mets encore des guillemets, du phénomène « je ne suis pas Charlie ». On est vraiment dans une prise de position, un éditorial qui prend position au nom de la rédaction. Ok, alors qu'est-ce qu'on retrouve dans tout ça? Je vous en dis deux mots aussi parce que le temps passe. J'ai perdu un petit peu le fil. Voilà, alors les personnalités de la société civile, elles sont très présentes dans le premier cas, c'est-à-dire critiquer l'unanimité autour du « je suis Charlie » et critiquer les tentatives de récupération politique. On a beaucoup d'associations, beaucoup de syndicats aussi, qui prennent position là-dessus pour dire... évidemment, on dénonce les attentats, on soutient la rédaction, mais quand même, faites attention à cette unanimité qui va servir à faire passer des lois liberticides. Inversement, dans le cas de l'extrême droite et des traditionalistes, la société civile, ça va aussi être beaucoup une parole religieuse venant du monde catholique qui va justement, au nom de la défense d'une identité catholique, critiquer les prises de position de Charlie Hebdo. Et du côté du blasphème et de l'islam,
au niveau de la société civile, ça va être essentiellement des sportifs qui vont prendre position, des sportifs eux-mêmes musulmans, et qui vont prendre position pour dire non, mais moi, je ne suis pas Charlie parce que je ne me retrouve pas dans cette ligne éditoriale de Charlie Hebdo. Dans les personnalités politiques qui vont prendre la parole, très peu de personnalités politiques vont prendre la parole pour critiquer l'unanimité autour du « Je suis Charlie » et sa récupération. Quand c'est le cas, ce sont des personnalités politiques qui viennent plutôt de la gauche radicale, mais elles sont très peu nombreuses, évidemment. C'est très dur, au moment où se déroulent les marches républicaines, d'aller à l'encontre de cette émotion nationale. Du côté de l'extrême droite et des catholiques traditionnalistes, on a des personnalités politiques d'extrême droite, comme Jean-Marie Le Pen, qui vont prendre la parole pour dire qu'il est... alors lui, c'était pas Charlie Coulibaly, c'était je suis Charles Martel, voilà, ou Charlie Martel, je ne sais plus quelle expression il a utilisée, donc il fait beaucoup parler. Aucune personnalité politique française ne va prendre la parole pour soutenir, enfin pour dire « je ne suis pas Charlie » au nom du droit à l'offense, etc. Par contre, à l'étranger, notamment en Afrique de l'Ouest, on va avoir des personnalités politiques qui vont prendre la parole pour critiquer la ligne éditoriale de Charlie Hebdo. Je regarde, est-ce que j'ai oublié un point essentiel? Non. Alors, deuxième aspect de cette première étude, qui était l'analyse d'un groupe particulier sur Facebook, qui était le groupe des « Je ne suis pas Charlie ». Je bois une gorgée d'eau. Alors, qu'est-ce que c'est que ce groupe? En fait, donc, dans la semaine qui suit les attentats, alors oui, point méthodologique que je n'ai pas signalé, cette étude, je l'ai faite en février 2015. Donc ça, c'est très important, parce qu'évidemment, lorsqu'on fait l'analyse des résultats sur Google, ils changent très rapidement. Donc l'idée, c'était vraiment de faire l'étude pendant que les controverses se déroulaient. Et donc, l'idée, c'était, un mois après les attentats, de faire l'analyse de ce qui s'était passé dans le mois précédent. Donc, dans ce mois qui suit les attentats, lorsqu'on tape « Je ne suis pas Charlie » sur Google, un des premiers résultats qui apparaît, c'est la présence d'un groupe « Je ne suis pas Charlie » sur Facebook. Ce groupe « Je ne suis pas Charlie » qui, dans les jours qui suivent les attentats, vont engranger un certain nombre de soutiens, puisque le 2 février 2015, on était autour de 47 000 inscrits à ce groupe, date à laquelle j'ai fait cette capture d'écran. Alors, le groupe existe toujours, mais il est très, très peu actif. 47 000 inscrits. Et donc, dans la rubrique « À propos » du groupe, on trouvait la citation suivante. « Je ne suis pas Charlie, donc je désapprouve les publications racistes, sexistes, islamophobes, décomplexées depuis ces dernières années, mais je suis horrifié par la tuerie qui a eu lieu et je suis horrifié par la stigmatisation qui va s'abattre un peu plus sur la communauté musulmane. » Donc là, on est vraiment dans le « je ne suis pas Charlie », c'est-à-dire on critique fermement les attentats, il n'y a pas d'amalgame ou de collusion possible avec les frères Kouachi, etc. Pour autant, on est dans une critique de la ligne éditoriale de Charlie Hebdo. Et là, particulièrement, au nom de l'islam, on est plutôt dans le troisième groupe que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous voyez dans le bandeau, je suis la Palestine qui se fait voler, je suis la Syrie qui se fait bombarder, je suis l'Afrique qui meurt de faim, mais je ne suis pas l'islamophobe Charlie qui a insulté ma religion, mon livre sacré et insulté mon prophète. Donc, clairement, on est dans un je ne suis pas Charlie qui entend représenter une certaine partie de la communauté des musulmans ordinaires en France. Je dis une certaine partie parce que, évidemment, dans ce je ne suis pas Charlie qui se fait au nom des musulmans et de l'islam, tous les musulmans ne s'y retrouvent pas, loin de là. Et d'ailleurs, la plupart des controverses sur cette page, elles viennent de musulmans qui, eux, se sentent Charlie et qui viennent dire « Non, mais attendez, vous vous prenez pour qui, là? Vous ne représentez personne. » C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu la deuxième étude sur Oumma par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette page Facebook? Moi, j'ai fait l'analyse de tous les posts qui avaient été publiés en janvier 2015. Donc, il y avait à peu près 150
posts sur cette page en un mois, et j'ai fait un entretien avec le fondateur de la page. Fondateur de la page qui, par ailleurs, n'était pas du tout une personnalité religieuse, qui était quelqu'un qui se retrouvait, s'identifiait comme musulman, mais comme appartenant à une culture musulmane, mais lui me disait, mais moi je bois de l'alcool, je prie pas, voilà, etc. Donc il n'était pas du tout dans la revendication d'une forme de rigorisme religieux, pas du tout. Et donc, ce qu'il m'a dit aussi, c'est qu'ils étaient 6 modérateurs sur cette page et que les 6 modérateurs supprimaient systématiquement tout ce qui avait trait à des appels au djihad, aux messages racistes, antisémites, à tous les contenus aussi complotistes, ce qui explique aussi que lorsque je récupère ces données au début février, voilà, je trouve très peu de choses complotistes, d'appels au djihad, etc. etc. Qu'est-ce que je retrouve par contre? Beaucoup de choses liées à la question des discriminations, et ça on le verra aussi avec la seconde étude. Beaucoup de choses autour des discriminations, c'est-à-dire de dénoncer les discriminations qui se font au nom du « je suis Charlie » ou qui suivent l'émotion nationale qu'ont provoqué les attentats. Donc, il y a beaucoup de petits faits divers qui suivent les attentats, des attaques contre des mosquées, des tags sur des murs. Il y a cette affaire du petit Ahmed, qui est un enfant dont les parents sont mis en garde à vue parce qu'il dit qu'il n'est pas Charlie en classe, etc., etc. Donc, il y a plein de petits faits divers qui sont relayés sur ce groupe et qui sont l'occasion de parler des discriminations dont font preuve les musulmans français. Et au final, la critique de Charlie Hebdo, elle est vraiment secondaire. Dans ce groupe, on parle assez peu de Charlie Hebdo, on parle vraiment beaucoup plus des discriminations et de la censure aussi dont seraient victimes les musulmans ordinaires qui cherchent à s'exprimer sur le sujet. Ce qui était très marquant, aussi dans cette étude, c'était la communication par l'image, le discours par l'image. On relaie énormément de petits dessins humoristiques, comme ceux que vous voyez à l'écran. C'est vraiment un mode de communication très, très important. Donc, toujours sur l'idée de critiquer l'unanimité et critiquer l'injonction à être Charlie. C'est vraiment ça. C'est que la formule « je suis Charlie », elle est vraiment vécue comme une injonction et elle est critiquée à ce titre. Donc, vous voyez la traque, par exemple, avec des gens avec des chiens qui portent des slogans « je suis Charlie ». Là-bas, j'en vois un qui n'est pas Charlie. Alors, comme ça, tu n'es pas Charlie, je te donne une fessée. Je suis Charlie, j'ai mon Charlie et Dieudonné ne m'a jamais fait rire. C'est bon, vous pouvez circuler lors d'un contrôle de police. Donc, voilà, c'est vraiment, ça illustre cette idée d'injonction à être Charlie qui est plutôt mal vécu. Alors, le résultat de cette première étude, ah oui, et puis j'oubliais de dire l'humour aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la seconde étude. Il y a beaucoup d'humour, en fait, dans ces pages, beaucoup d'ironie. On mobilise beaucoup d'ironie pour parler des discriminations dont sont victimes les musulmans français. Donc, on est au final dans quelque chose qui est faiblement, un type de discours qui est faiblement politisé, mais plutôt dans l'ironie et dans l'humour noir. Donc, le résultat de cette première enquête, c'était vraiment de voir comment des contre-publics se formaient sur le web dans une situation d'union nationale, comme celle qui a suivi les attentats de Charlie Hebdo. Et à ce titre, on observait vraiment que sur le web, et à plus forte raison sur les réseaux sociaux, on pouvait observer des arènes alternatives de débat dans lesquelles se formaient des contre-publics, dans l'échange d'arguments, dans la délibération, etc., etc. Alors, la deuxième enquête que j'ai réalisée, elle portait sur je vous ai dit la question des musulmans ordinaires en France, et l'optique, elle était un peu différente. C'était suite à cette première enquête. Je voulais observer justement comment des publics minoritaires allaient utiliser les réseaux sociaux pour débattre
comme je vous le disais, dans des arènes alternatives pour construire justement des contre-discours par rapport à une situation d'union nationale. Alors, pour faire cette seconde étude, du coup, j'ai beaucoup lu sur les médias minoritaires et notamment les médias religieux et notamment les médias musulmans. Et puis, je me suis dit que c'était, parmi les 3 Je ne suis pas Charlie que j'avais identifié dans la première étude, le cas le plus intéressant, en fait. Le cas le plus intéressant à étudier parce qu'il y avait vraiment déjà des controverses intracommunautaires, c'est-à-dire que les gens qui s'exprimaient dans ces groupes n'étaient pas du tout d'accord entre eux. Et donc, il y avait quelque chose d'intéressant à étudier en termes de construction d'une opinion collective et de controverses intracommunautaires. Alors, ce que disaient justement les études qui portaient sur les médias religieux et notamment les médias musulmans, c'était d'abord que en France, mais c'est vrai dans les pays occidentaux, il y a une très grande diversité intracommunautaire au sein de la communauté musulmane, et je mets encore des guillemets à la communauté, c'est-à-dire qu'au sein des musulmans français, le rapport à l'identité musulmane, il fait preuve d'une très grande diversité entre ceux qui vont être athées, mais qui se reconnaissent dans des signes culturels, dans des événements culturels, entre ceux qui sont croyants mais non pratiquants, entre ceux qui sont pratiquants, et ceux parmi les pratiquants pour qui la pratique de la religion, elle a un rôle très structurant dans le quotidien. Donc vraiment une grande diversité des rapports à l'islam, comme je le disais tout à l'heure, comme on retrouve une grande diversité du rapport à la religion chez les catholiques ou chez les juifs en France. Mais ce qui est intéressant dans ces études sur les médias minoritaires, c'est de montrer à quel point les médias minoritaires vont s'adapter à cette diversité, c'est-à-dire qu'en France, vous avez 5-6 grands médias musulmans qui, justement, vont s'adapter à chacun de ces publics. C'est-à-dire on va avoir des médias qui vont beaucoup parler de religion et de la pratique religieuse, des médias qui vont très peu en parler et qui vont plutôt chercher à parler des questions liées à l'islam dans l'actualité ou de l'actualité des pays musulmans, etc., etc. Donc, une offre médiatique qui correspond à l'offre identitaire. En tout cas, c'est le résultat de différentes études sur le sujet en France et à l'étranger. Et autre fait intéressant dans ces études, l'idée que les minorités religieuses dans les pays occidentaux, en fait, ont plutôt tendance à consommer les médias comme n'importe qui. Il n'y a pas de différence majeure de consommation d'informations entre la majorité de la population et les minorités religieuses, quelles qu'elles soient, sauf lorsqu'il est question des discriminations dont sont victimes ces minorités, auquel cas elles vont avoir tendance à se retourner vers des médias communautaires. Et là, on a notamment les travaux d'Isabelle Rigoni sur le sujet qui sont très intéressants, où elle montre que, justement, c'est dans un contexte de mal-représentation ou de surstigmatisation, je reprends ces termes, que les musulmans français vont avoir tendance à se tourner vers des médias communautaires. Pour le dire plus simplement, en gros, la question des discriminations contre les musulmans, c'est un sujet de préoccupation majeure des musulmans en France. Sauf que la plupart des musulmans considèrent qu'on n'en parle pas assez dans les médias, ou on en parle mal de ces discriminations à l'encontre des musulmans. Et donc, on va se tourner vers des médias communautaires parce que justement, ces médias communautaires, ils vont parler de ces discriminations et on va pouvoir s'informer et discuter de ces sujets avec des gens qui subissent les mêmes discriminations que nous, on subit. Donc, il y a un rôle politique fort de ces médias minoritaires, un rôle politique fort qui est justement dans un contexte de mal-représentation ou de sous-représentation, de porter la parole des minorités religieuses, ethniques, politiques ou autres, comme le dit Axel Honneth dans le cadre d'une lutte pour la visibilité, quoi. On est vraiment dans un rôle politique de lutte pour la visibilité, on est là pour représenter des points de vue qu'on n'entend pas dans l'espace public. Alors, pour creuser un petit peu plus ce sujet-là, je me suis intéressé, je repartage mon écran, je me suis intéressé au site Oumma. Oumma, c'est le site d'actualité musulman le plus consulté en France, le plus populaire en France. J'ai regardé avant-hier sur sa page Facebook, il y avait 900 000 personnes inscrites. Donc 900 000, c'est quand même
très important, hein, qu'un média si peu connu du grand public, parce qu'il est très connu justement des musulmans français, et autant de gens qui le suivent. Donc 900 000 personnes qui suivent le Oumma. C'est un site qui vise à parler de l'actualité générale, avec, comme ils le disent, un regard musulman sur l'actualité, c'est-à-dire qu'on va effectivement plutôt parler de l'actualité de la communauté ou des communautés musulmanes en France. On va notamment parler des discriminations, comme je le disais tout à l'heure, et on va aussi parler de l'actualité du monde musulman. Alors, moi, ce qui m'intéressait dans ce cas précis, c'était les discussions des musulmans ordinaires ou des internautes sur la page Facebook du site Oumma. Okay, donc, c'est vraiment une analyse des débats sur la page Facebook de Oumma. Mais avant de m'intéresser à ces débats, j'ai quand même cherché à regarder quelle avait été la ligne éditoriale de Oumma pendant le mois de janvier 2015. Et en janvier 2015, le site Oumma a publié sur sa page Facebook, a relayé 298 articles différents. Sans surprise, le sujet le plus discuté, ce sont les attentats contre Charlie Hebdo. Alors, je m'excuse, mais tous les slides qui vont suivre sont en anglais, parce que c'était des slides que j'avais utilisés pour une conférence en anglais, et du coup, je n'ai pas eu le temps de les retraduire, mais c'est facile à comprendre. Donc, évidemment, c'est Charlie Hebdo, c'est la thématique principale qui est présente dans la ligne éditoriale d'Oumma en janvier 2015. On retrouve ensuite en seconde position les articles traitant d'actes islamophobes. Et j'ai fait un petit item spécial islamophobie dans le contexte des attentats de Charlie Hebdo, parce que là, il s'agit des faits divers ou des propos islamophobes qui sont tenus dans l'espace public directement dans le contexte des attentats de Charlie Hebdo. Et donc, l'islamophobie Charlie Hebdo et l'islamophobie dans le contexte des attentats de Charlie Hebdo, à eux seuls, ça représente plus de la moitié des publications d'Oumma au mois de janvier 2015. Suit ensuite les nouvelles internationales, et j'ai fait là un petit item sur le conflit israélo-palestinien qui à lui seul occasionne 16 articles différents et qui est un sujet qui revient fréquemment à la fois dans la ligne éditoriale d'Oumma mais aussi dans les discussions. Et puis à chaque fois, j'ai cherché à regarder qu'est-ce qui était liké, qu'est-ce qui était commenté, qu'est-ce qui était partagé. Et ça, je fais un petit point là-dessus parce que c'est quand même très intéressant. Ce qui ressortait de cette première étude, c'est qu'en fait, on avait des dynamiques de likes et des dynamiques de commentaires qui étaient très différentes suivant les contenus. Alors ça m'a surpris, j'avais trouvé ça assez intéressant. Par exemple, les contenus qui sont très likés vont être notamment, par exemple, les contenus communautaires, donc les community contents. Ce sont les contenus les plus likés. Donc, c'est quoi les contenus communautaires? Ce sont des contenus qui ont trait à la pratique de l'islam d'un point de vue culturel, donc la cuisine halal, les horaires de prière, voilà, ce genre de choses, de contenu très pratique destinés aux musulmans croyants et pratiquants. Donc ça, ils sont très likés, ces contenus-là. Mais ensuite, il y a un type de contenu qui est très liké aussi, qui sont les contenus qui témoignent de la sympathie à l'égard des musulmans français et qui viennent de l'extérieur de la communauté musulmane. Alors, je vous donne un exemple. Parmi les 10 contenus qui, pendant le mois de janvier 2015, ont reçu le plus de likes sur la période, donc avec une moyenne quand même de 2500 likes par post, alors qu'en général, on est plutôt autour de 110 likes, donc ils ont été vraiment très likés. On retrouve par exemple un article qui parle d'un témoignage d'un chauffeur de taxi qui raconte l'anecdote d'un passager qui, à la suite des attentats, a cherché à en apprendre davantage sur l'islam. La photo d'un bureau de tabac dont le responsable est présenté comme chrétien, qui annonce ne pas vendre Charlie Hebdo dans sa boutique. Un article ayant trait à la conversion d'un footballeur allemand qui dit avoir trouvé la paix intérieure avec l'islam. Une lettre écrite par Luc Besson à l'intention de ses frères musulmans,
un article de l'acteur et écrivain Laurent Deutsch qui titrait « La nouvelle caricature de Mahomet est un outrage ». Et donc, ce qui est intéressant, vous voyez, à travers ces exemples, c'est que dans tous les cas, on a une forme de soutien à la communauté musulmane qui vient de l'extérieur. Et donc, dans une situation justement d'expérience de mépris, donc là, quand je parle d'expérience de mépris, je fais référence aux travaux d'Axel Honneth, dans une situation d'expérience de mépris, on va valoriser des contenus qui justement témoignent de la sympathie et du soutien à l'égard de la communauté musulmane. À l'inverse, les commentaires, les contenus qui sont les plus commentés sont à l'inverse ceux qui parlent de formes de mépris à l'égard de la communauté musulmane ou d'expériences de discrimination. Là, pareil, parmi les 10 contenus les plus commentés, avec en moyenne 280 commentaires par post, alors que dans le corpus de tous les posts de Oumma, on est plutôt autour de 52 commentaires par post. On trouve l'histoire d'un homme qui déchire le Coran en place publique, un article intitulé « Islamophobie à Lyon, 5 enfants enlevés par les services sociaux », une déclaration de Nathalie Kosciusko-Morizet tronquée, je le précise, qui préconise le placement des musulmans en dehors de leur famille, un fait divers autour d'un médecin belge qui refuse de traiter les patients barbus et les femmes voilées, je mets entre guillemets, la vidéo d'un député belge qui compare le Coran à un permis de tuer, ou une déclaration de Nadine Morano selon laquelle les vrais musulmans mangent du porc, là aussi je mets des guillemets, c'est une citation. Donc vous voyez bien que là encore, le point commun à tous ces articles, c'est une forme d'expression, de mépris à l'égard de la communauté musulmane, qui vient aussi de personnalités publiques ou politiques. Et donc, ce qui était intéressant, ce que ça donnait à voir tout ça, c'est qu'on va avoir tendance à discuter, à partager l'expérience des discriminations, les expériences de mépris dans la discussion. Et que dans cet échange discursif, on va essayer de construire une expérience collective qui peut potentiellement favoriser des mobilisations politiques. Donc ça, c'était intéressant de voir comment la discussion autour de ces sujets-là pouvait ou non être un facteur de mobilisation politique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait par la suite? J'ai pris parmi les contenus les plus discutés, parmi les posts, alors attendez, je vais la refaire, il ne faut pas que je m'y perde. Parmi les posts les plus likés, j'ai pris les commentaires, j'ai pris 8 articles, j'ai sélectionné 8 articles spécifiques parmi les 10 les plus likés, qui parlaient de ces sujets autour de Charlie Hebdo et de l'islam, etc. Ensuite, j'ai pris les commentaires les plus likés sous ces articles, parce que vous savez que sur Facebook, on peut liker des commentaires, ça les fait remonter. Et étant donné qu'on peut commenter des commentaires, et que c'est là qu'a lieu la discussion, j'ai aussi pris tous les commentaires liés à ces commentaires les plus likés. Vous n'avez rien compris, mais je pourrais m'expliquer davantage par la suite. Bon, en tout cas, ce qui est important, c'est que je me retrouve avec un corpus de 384 commentaires qui viennent de 289 comptes Facebook différents. Bon, alors évidemment, le gros problème avec Facebook, c'est qu'on ne peut pas savoir qui sont les gens, on ne peut pas faire une étude de leur profil sociodémographique. J'ai essayé de regarder la répartition homme-femme en fonction des prénoms. Ça n'a aucune valeur scientifique, mais je vous l'indique juste comme ça. Il y avait 18 noms qui pouvaient être vus comme 100 noms qui étaient vus, qui pouvaient être identifiés comme des noms d'hommes, 118 qui pouvaient être identifiés comme des noms de femmes. Bon voilà, en gros, ça ne veut rien dire sur le plan scientifique, mais c'est quand même, ça veut dire que les femmes sont assez présentes quand même sur ces groupes de discussion. En tout cas, ça ressort aussi des fils de discussion. Et donc, là, j'ai utilisé dans l'analyse de ces commentaires des méthodes liées à l'analyse de la délibération en ligne. Alors là, je fais une petite pause méthodo. Depuis le début des années 2000, on a un courant de recherche qui porte sur l'analyse des délibérations en ligne, qui visait initialement à chercher à savoir si on débattait mieux en ligne que hors ligne, en gros, et qui cherchait à évaluer la qualité des débats sur Internet.
Donc en France, par exemple, on a des travaux de Stéphanie Wojcik qui sont précurseurs dans le domaine en France. Laurence Monnoyer-Smith, les deux ont beaucoup travaillé ensemble sur ces questions-là. Fabienne Greffet aussi. Et puis à l'international, on a les travaux de Jennifer Stromer-Gallet ou de Scott Wright, de Raphaël Kiss. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ces sujets-là. Donc l'idée, c'est d'analyser la qualité du débat public en ligne. Qu'est-ce qu'on appelle la qualité du débat? En gros, on va évaluer son degré de constructivité, on va évaluer à partir des sources utilisées, on va évaluer son degré de polarisation, son degré d'agressivité. En fait, on va évaluer plein de choses, mais à partir d'une méthode de codage des messages, où on va chercher dans ces messages la présence de différents registres d'expression ou de différentes thématiques utilisées. Donc, si le sujet de l'analyse de la délibération en ligne vous intéresse, je vous invite à lire un papier de Fabienne Greffet et Stéphanie Wojcik, qui est l'intro d'un numéro de la revue Réseau, qui a plus de 10 ans maintenant, je crois que c'était à la fin des années 2000, qui s'appelait Parler politique en ligne, mais qui est toujours d'actualité, où on trouve des choses, une synthèse justement de tous ces travaux sur la délibération en ligne qui sont intéressants. Voilà, alors moi je me suis inspiré de ça parce que j'ai aussi beaucoup travaillé avec Laurence, Stéphanie sur ces méthodes de codage. Et donc dans ce corpus, moi j'ai fait un truc très simple. J'ai regardé deux choses. J'ai observé les registres d'expression. Donc les registres d'expression, qu'est-ce qu'on avait? Est-ce qu'on était face? Alors j'ai relevé différents registres d'expression, à l'expression d'un avis, d'un argument, d'une critique, d'une indignation, d'un témoignage, d'un mode religieux, d'un mode complotiste, d'une invective ou de l'humour. Je pourrais revenir après, si vous voulez, sur comment on code ces différents registres. Et puis un deuxième codage qui était un codage thématique pour savoir de quoi on parlait. De quoi parlaient ces messages, quels étaient les thèmes que l'on y retrouvait, toujours avec cette même logique de lister tous les thèmes, puis ensuite d'essayer de les regrouper et d'en faire des typologies. Alors, le temps passe, donc je vais très rapidement. Quels étaient les trois grands thèmes qu'on pouvait retrouver dans ce corpus? Premier grand thème qui était les rapports entre exercice de la liberté d'expression, blasphème et droit à l'offense, droit à se sentir offensé, donc tous les débats autour de la liberté d'expression. On avait un second grand ensemble de débats qui portait autour de l'expérience du mépris et de l'injustice dont étaient victimes les musulmans en France. Et puis, un troisième grand thème de débat qui tournait autour de la victimisation des musulmans en France et de l'autocritique. Alors ça, c'était quelque chose d'intéressant aussi. Parce que justement, comme je vous le disais, les gens qui discutent, ils ne sont pas d'accord. Ils ont beau tous s'identifier d'une manière ou d'une autre à une identité musulmane, ils ne sont pas d'accord entre eux sur justement comment revendiquer cette identité. Alors, je vous donne quelques exemples rapidement quand même. Il y a un article qui crée vraiment beaucoup de débats, qui est l'article que publie la rédaction d'Oumma à la suite des attentats de Charlie Hebdo, qui est l'article suivant. Le titre, c'est « Charlie Hebdo, la liberté d'expression frappée en plein cœur ». Donc, avec une rédaction d'Oumma qui n'est pas du tout dans l'amalgame, qui prend position, évidemment, en disant « je suis Charlie », en faveur de Charlie Hebdo, avec un article intéressant où ils disent « voilà, nous, chez Oumma, on a souvent critiqué la ligne éditoriale de Charlie Hebdo, on n'est pas d'accord avec leur manière de traiter les questions liées à l'islam. Pour autant, voilà, dans un contexte d'attentat, on leur accorde notre soutien plein et entier. » Et donc, dans les commentaires, donc il est quand même pas mal liké cet article, mais dans les commentaires, il y a une controverse qui se met en place, les internautes ne sont pas d'accord, avec d'une part des internautes qui vont dire mais arrêtez, c'est pas de la liberté d'expression, c'est la liberté d'insulter l'islam, c'est la liberté d'insulter notre prophète devant des millions de personnes, c'est la liberté d'offenser, c'est pas la liberté d'expression, on parle de deux choses différentes. Donc ça, c'est un argument qu'on retrouve beaucoup. Second argument qui est la question des doubles standards, comment dire, c'est pas les doubles standards, c'est
du deux poids deux mesures, c'est-à-dire mais liberté d'expression de qui en fait? Parce que nous les musulmans, on nous accorde pas la même liberté d'expression, avec toujours ce cas de Dieudonné qui revient, hein, Dieudonné, je le répète, qui a été mis en garde à vue pour avoir dit je suis Charlie Koulibaly, et puis Charlie Dieudonné qui est censuré en règle générale pour ses sketchs antisionistes et antisémites, voilà, donc toujours pas mal de débats autour de Dieudonné. Et puis aussi un certain nombre d'internautes qui vont en appeler justement à des valeurs universalistes, qui vont se réclamer d'une forme d'universalisme en disant « mais vous confondez tout, je suis choqué par ce que je peux lire, là on a affaire à des meurtres lâches, il n'est pas question de Dieudonné ou des Juifs ou que sais-je, on est face à l'assassinat de journalistes et donc on devrait tous se sentir concernés et on ne devrait pas du tout chercher à faire une controverse autour de ça parce que ça nous concerne tous. » Ça, c'est aussi un point de vue que l'on retrouve beaucoup dans ces pages. Donc, comme je vous disais, il n'y a pas d'unanimité du tout sur ces questions. Deuxième type de débat, c'est autour de l'expérience du mépris et de l'injustice. Donc là, je vous ai mis un exemple, Nathalie Kosciusko-Morizet qui préconise le placement des enfants musulmans en dehors de leur famille. Alors, de mémoire, elle n'avait pas dit exactement ça, mais en dehors de leur famille, lorsqu'il y avait des signalements de radicalisation, enfin, je crois que c'était quelque chose comme ça. Et donc là, il y a un déchaînement de violence contre Nathalie Kosciusko-Morizet, des insultes, mais aussi beaucoup d'ironie et beaucoup d'humour sur la manière dont les personnalités politiques peuvent publiquement prendre des positions jugées islamophobes sans craindre du tout d'être vilipendé ni par les médias, ni de faire l'objet d'actions en justice, etc. etc. Donc voilà, des réactions qui disent c'est vrai que c'est vraiment le sujet d'inquiétude numéro 1 en France, c'est bien connu que le chômage, la dette, l'insécurité et l'augmentation du prix du McFlurry, c'est la faute des musulmans. Quand est-ce que les politiciens seront sanctionnés pour ce type de propos? Voilà, donc ensuite, on retrouve beaucoup de comparaisons entre la communauté juive et la communauté musulmane. Enfin beaucoup. Si on retrouve quand même l'évocation de la communauté juive dans 13 messages, donc avec toujours cette idée de se comparer, suivant deux approches différentes, soit on voit la communauté juive comme une forme de compétiteur, comment dire, zut, le mot m'échappe. Bon, vous voyez ce que je veux dire, vous êtes dans une compétition, celui qui est en face de vous, c'est votre, enfin c'est pas un adversaire, mais bon, ouais, bref, compétiteur dans une lutte pour la reconnaissance, dans une lutte pour la visibilité, voilà, donc toujours sur le thème de poids de mesure, mais aussi beaucoup de références à la communauté juive comme ayant été celle victime des pires discriminations et des pires violences racistes dans l'histoire. Et donc, on va se référer à ça en disant, mais est-ce que vous voulez qu'on fasse pareil avec les musulmans? Dans quelques mois, nous porterons un croissant vert, donc référence à l'étoile jaune. Mais vous, est-ce qu'on ne va pas en venir à faire des camps pour les musulmans, etc. etc. Donc, toujours avec beaucoup de... Parce que là, je ne trouve pas mes mots ce matin. On en rajoute beaucoup, quoi. On en rajoute beaucoup dans les commentaires à ce niveau-là. Et puis, cette question de l'injustice, elle va beaucoup aussi s'incarner sur le traitement des thématiques à l'international, avec le cas de la Palestine. La Palestine, alors même qu'aucun des articles étudiés là ne parle de Palestine, on retrouve la mention de la Palestine dans 15 messages. Dans 15 messages différents. Alors, sur les différentes catégories de discours utilisés, l'avis, c'est celui qui est le plus utilisé. On retrouve le recours à l'avis dans 115 messages. Donc, est codé comme un avis, un discours qui est l'expression d'une opinion sur un mode personnel. Suivent les arguments. Donc, les arguments, évidemment, il faut qu'ils soient soit qui présentent des sources ou qui fassent l'objet d'une démonstration. Suit ensuite l'invective, donc il y a quand même beaucoup d'agressivité aussi dans le débat, ou d'insultes. Insultes, mais ça c'est un classique, qui ne sont pas tournés vers les autres participants au débat, qui sont tournés vers les personnalités publiques.
Okay, les Nadine Morano, les MKM, etc. C'est eux qu'on va insulter, ce n'est pas les personnes qui débattent avec nous. Et puis aussi le registre religieux qu'on va retrouver dans 51 messages comme un des médias, comme un registre les plus mobilisés. Registre religieux, je le précise quand même, qui est très utilisé pour pacifier les discussions et jamais pour condamner. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun message qui dit oui, au nom de la religion, on n'a pas le droit de dire ça, on n'a pas le droit de dire ça. À chaque fois, ce sont des propos qui disent oui, mais notre religion, elle nous dit de pas juger, notre religion, elle nous dit de pas faire de mal, etc., etc. Donc, on devrait suivre ces préceptes-là. Précision importante. La rédaction d'Oumma n'a jamais souhaité échanger sur ces questions, parce que j'aurais bien aimé faire des entretiens. Là, évidemment, on perd beaucoup de richesse parce que j'aurais aimé aussi savoir comment c'était modéré, tout ça, évidemment, à quel niveau il y a des messages qui sont supprimés ou pas. Je ne sais pas, donc évidemment, je fais cette étude. Cette étude-là, elle est même faite 1 an après. Elle est faite en 2016, début 2016, hein, cette deuxième étude. Donc, évidemment, on peut imaginer qu'il y a eu beaucoup de modération depuis. En tout cas, voilà, moi, je trouve assez peu d'agressivité. Enfin, si de l'agressivité, mais pas très peu de complot, très peu de violence interpersonnelle entre ceux qui débattent. Et voilà, je suis arrivé au bout. J'ai un peu dépassé mes 3 quarts d'heure. Ah oui, donc, non, je ne suis pas arrivé au bout. Dernière thématique, la question de la victimisation et de l'autocritique. Alors ça, c'était quelque chose de très intéressant. Comment cette thématique va être l'objet d'un débat entre internautes sur l'organisation de la communauté musulmane en France, sur sa représentativité médiatique et avec soit des formes de victimisation, soit des formes d'autocritique venant de certains musulmans eux-mêmes. Alors là, par exemple, vous avez un exemple assez intéressant. Oumma qui publie un article qui dit 66% des Français disent non aux amalgames selon un sondage réalisé après l'attentat contre Charlie Hebdo. Donc, la première lecture qu'on pourrait avoir d'un tel article, c'est de dire, OK, il y a 2/3, dans un contexte d'attentat islamiste, il y a 2/3 des Français qui rejettent les amalgames. Bon, on pourrait voir ça d'un point de vue positif. Or, dans les commentaires, on est à l'inverse beaucoup plus dans le fait de voir le verre à moitié vide et de dire oui, mais ça veut dire qu'il y a quand même un tiers qui fait des amalgames en disant mais c'est pas assez, quoi, simplement 66%, mais c'est incroyable. Donc ça veut dire qu'il y a un tiers des Français qui nous voient comme des kouachis, etc. etc. Donc, cette forme de victimisation, cette question de l'amalgame, elle est beaucoup discutée sur ces fils de discussion, avec justement des interventions sur le thème de dire, mais attendez, l'amalgame, certes, il est fait par les journalistes, certes, il est fait par les personnalités françaises, mais il est aussi fait par nous, les musulmans ordinaires, parce que, regardez, là, vous venez dire, je ne suis pas Charlie, je suis musulman, mais c'est quoi le rapport entre ne pas être Charlie et être musulman? Regardez Bush, regardez le Ku Klux Klan, ils ont pendu, ils ont tué au nom de la religion catholique, mais vous ne trouverez jamais aucun catholique qui viendra dire que ces massacres sont liés à l'exercice de leur religion. Donc, pourquoi nous, on devrait faire pareil, en fait? Enfin, voilà, on n'a pas à associer notre religion à ces massacres. Dans la dénonciation des discriminations dont sont victimes aussi les musulmans ordinaires, il y a aussi beaucoup de critiques venant des musulmans eux-mêmes disant bah oui, mais regardez, on ne fait pas d'action collective aussi, on n'a qu'à s'organiser pour mener des actions collectives, pour porter plainte contre les gens qui nous insultent, etc. Il faut qu'on s'organise un petit peu sur le plan politique. Et puis, ce qui ressortait de cette étude, c'était aussi justement à quel point on avait des controverses au sein des communautés musulmanes en France et qu'il n'y avait aucune unité de la communauté, et c'est ça qui est intéressant à étudier d'un point de vue d'analyse de controverse. Voilà, donc évidemment beaucoup de positions différentes, de points de vue défendus au sein même de ces communautés, des événements qui sont principalement perçus à travers l'optique des discriminations, des témoignages de mépris, et donc d'une lutte pour la reconnaissance. Là, je fais toujours référence aux travaux d'Axel Honneth. Et puis, toujours cette idée d'analyser les réseaux sociaux et d'y voir un moyen
pour les individus de développer leur propre cadrage médiatique, politique, de partager à propos des expériences de mépris et de discrimination, et aussi de construire dans certains cas des actions collectives. Et puis aussi, ce qui est quand même le résultat le plus important de tous ces travaux, c'est quand même que les réseaux sociaux, ça permet, et aujourd'hui on les critique beaucoup, et je suis le premier à les critiquer beaucoup, ça permet quand même de montrer, de donner la voix à des groupes qu'on n'entend pas dans les médias traditionnels, et à montrer les arguments défendus par des publics minoritaires. Et c'est quand même un rôle important en démocratie, et pour ça, on peut quand même les défendre. Voilà tout ce que je voulais vous dire en une petite heure, et évidemment, je suis ouvert aux discussions. J'arrête de partager mon écran. Un grand merci, Romain, pour ton exposé, sa richesse et sa clarté, hein, vraiment. Je trouve que tu as à la fois mis l'accent sur la façon dont tu as procédé et puis sur la richesse de tes résultats. Alors, j'avais des questions, mais je propose d'abord de peut-être donner la parole aux participants. Alors, Marie Hertiman avait deux questions, enfin une question en particulier. Marie, je ne sais pas si peut-être pouvez-vous directement poser votre question? Ben, je la vois, sa question. Peut-être que je peux y répondre? Oui. Comment avez-vous travaillé sur ce sujet en tant que non concerné, directement en tout cas? Est-ce que j'ai pu échanger avec des auteurs ou autrices des posts? Non. Alors ça, c'est vraiment la grosse limite de cette étude, et que je reconnais volontiers. Il n'y a pas d'entretien, ni avec les gens d'Ouma, parce qu'ils n'ont pas répondu à mes mails, ni avec des auteurs de messages, parce que j'aurais bien aimé. En fait, j'ai manqué de temps. Tout simplement, mais c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus riche d'avoir ce point de vue. C'était vraiment toujours suivant une optique de carto des controverses, où ce qui m'intéressait, moi, c'était de voir quels sont les arguments en présence, quels sont les acteurs, sur quoi, les sujets de débat, les sujets de crispation. Je voulais faire un travail de recension de ces argumentaires. Ce serait hyper riche d'avoir des entretiens, sachant qu'il y a justement un livre qui a été publié, dont évidemment le nom m'échappe maintenant, sur justement le rapport des musulmans ordinaires en France à toute la séquence des attentats, qui porte d'abord sur des témoignages, et évidemment c'est ça qui est le plus riche. Et comment j'ai travaillé sur ce sujet en tant que non concerné? Alors c'est vrai que c'était il y a 6 ans. Et il y a 6 ans, ces questions d'identité étaient beaucoup moins présentes dans le débat universitaire et dans le débat public. Je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je referais ça aujourd'hui. Je ne sais pas si je referais ça aujourd'hui parce que peut-être que je ne me sentirais pas légitime pour étudier ce que pensent des musulmans ordinaires du sujet sans moi-même l'être. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose qu'aujourd'hui je le ferais ou je ne le ferais pas. Parce que d'un autre côté, si je l'ai fait, c'était tout par curiosité intellectuelle, et parce que ça m'intéressait de savoir ce que pensaient ces internautes ordinaires, et que je ne les voyais pas dans les médias, et que je ne connaissais pas de chercheurs qui travaillaient sur la question. Donc je me suis dit, si personne ne le fait, peut-être que je vais peut-être le faire. Mais vraiment, c'est une curiosité personnelle et intellectuelle qui m'a guidé. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'en parle peu de ces études-là, hein, par rapport à d'autres études que j'ai faites. J'en parle très peu parce que justement, je suis pas toujours à l'aise, notamment la deuxième. Voilà, ça fait un peu position de surplomb d'étudier ces gens qui discutent entre eux, mais en même temps, je trouve quand même que c'est intéressant. Moi, j'essaye tout simplement de neutraliser au maximum les mots que j'emploie, les concepts, mes propos, parce que d'un autre côté, j'ai fait beaucoup d'études de débat dans plein d'autres communautés idéologiques ou d'autres minorités qui ne soient pas des minorités religieuses. Donc je me dis, bon, on peut peut-être essayer d'objectiver tout ça en gardant les mêmes méthodes. Donc c'est plutôt par la méthodologie et par les mots employés que j'essaye de faire tout ça. Et puis surtout, j'ai beaucoup lu sur voir ce que les chercheurs qui travaillaient là-dessus faisaient. Et à ma grande surprise et intérêt, je me suis quand même rendu compte que les gens qui travaillent sur les médias minoritaires, et notamment les médias musulmans,
n'étaient pas forcément des musulmans. Donc voilà, je me suis lancé là-dedans. La suite de la communication répond. Ah bah j'y ai quand même répondu. Dans la liste de l'évaluation de ces données, bah voilà, c'est pas évident. Rival, oui, c'était ça le mot que je cherchais, une forme de rivalité. Une petite question de méthodologie. Magali Bertrand. Oui, bonjour, merci beaucoup, ça m'a beaucoup intéressé. Une question vraiment terre à terre sur l'observation de groupes Facebook et puis ce qu'on peut en faire pour l'analyse, parce que ça me concerne de manière marginale dans mes travaux de thèse, mais ça me concerne de manière marginale parce qu'il y a plein de questions éthiques en fait, et aussi juridiques par rapport à l'observation que je n'ai pas encore réglée. Et je voulais savoir comment, bon, j'ai téléchargé votre article, j'ai pas pris le temps de le lire encore. Peut-être que cette réponse y est. J'aimerais savoir comment vous avez procédé, en fait, parce que pour analyser vos commentaires, bon là, vous ne nous en avez pas donné de détails, vous les avez traduits, mais est-ce que vous avez contacté chacune des personnes avant de les citer? Est-ce que vous avez rendu votre observation publique? Comment vous avez géré ça, en particulier sur Facebook? Oui, ça c'était une grosse question. Je suis parti du principe que comme il s'agissait de messages qui étaient publics, car ils étaient diffusés sur une page publique et ils étaient ouverts à tout le monde, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur la page d'Ouma et voir tous les commentaires, je pouvais me permettre de les utiliser en tant que déclaration publique, ce qui est le cas sur Twitter, par exemple. Il y a beaucoup d'analyses de discours sur Twitter. Voilà, on considère que parce qu'ils sont diffusés publiquement, ils peuvent être analysés et diffusés. Donc, alors, je me permets, excusez-moi. Donc, sur Twitter, il n'y a pas le problème du droit d'auteur, parce que bon, c'est une question que je pose souvent sur des travaux, et on m'a déjà dit que le problème sur Facebook notamment, c'était que en fait, tout propos est soumis au droit d'auteur. Et moi, je me disais, mais il y a quand même plein de travaux en analyse de discours sur Twitter, et là, le problème ne se pose pas parce que c'est une parole publique, c'est ça? Alors, il me semble que alors ce sera vérifié, vous me mettez un doute, mais pour moi, dans les conditions d'utilisation de Twitter, lorsque vous créez un compte, vous reconnaissez à Twitter que vos messages tombent dans le domaine public et qui peuvent être donc lus, réutilisés, etc. Et donc, c'est pour ça aussi que sur Twitter, il y a beaucoup d'analyses de discours parce que où les journalistes récupèrent des tweets sans problématique de droit d'auteur derrière. Par ailleurs, si vous le faites dans le cadre d'une étude universitaire et scientifique, vous êtes aussi protégé par le fait d'en avoir un usage scientifique. Donc, pour Twitter, c'est sûr. Pour Facebook, le problème, c'est quand vous réutilisez des conversations privées, donc dans des groupes privés, parce qu'effectivement, là, ils sont protégés par le droit à la vie privée. Mais il me semble que dans des groupes publics, les gens s'expriment publiquement, les discours sont accessibles à tous, donc vous pouvez les utiliser. Je vous avoue que je n'ai pas demandé à un juriste ce qu'il en était. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré je cite beaucoup de messages dans mon analyse, donc celle de Sciences de la Société, hein, pas celle sur les Je suis pas Charlie, mais à chaque fois, je ne donne pas le nom de famille de l'auteur, je donne juste le prénom, ou je donne juste un des bouts du pseudo, donc pour pas qu'on puisse les identifier non plus. Donc, récupérer des messages qui sont publics plus l'anonymiser, il me semblait que c'était suffisant pour pouvoir publier quelque chose là-dessus. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais donner la parole à Abdelhakim Hamdani qui avait une question. Oui, rebonjour. Donc ma question était de savoir est-ce que lors de votre analyse de ces commentaires en fait des internautes, vous avez pris en compte en fait l'aspect analogique, c'est-à-dire donc le discours rapporté pour voir un peu, pour comparer un peu les commentaires qui ont pris Charlie, je ne suis pas Charlie entre guillemets, et d'autres qui ont directement eu peut-être cet engagement d'écrire tout simplement je ne suis pas Charlie sans mettre les guillemets. Non, alors effectivement, bonne question, mais moi c'est exclusivement des discours de personnes qui parlent à la première personne, qui ne se revendiquent comme étant pas Charlie et qui expliquent pourquoi. Et justement, je n'ai pas du tout fait l'analyse des discours rapportés, et ce qui serait très intéressant justement de savoir qu'est-ce qu'on dit des Je ne suis pas Charlie. Moi je ne l'ai pas fait, mais je serais curieux de lire des choses là-dessus. D'accord, merci. Et je vois une autre remarque en ce qui concerne les médias musulmans, les travaux de Sophie Lamine. Effectivement, il y a un article dans la revue sociologique qui porte sur le média Saphir,
qui est un peu l'équivalent d'Ouma, Saphir News, qui est un peu l'équivalent d'Ouma, et qui m'ont beaucoup inspiré pour la deuxième étude parce que voilà, c'est vrai, c'est le même type d'analyse, mais beaucoup plus sociologique pour le coup, sur qui participe à ces médias, qui les consomme, etc. Il y a Anne-Sophie Lamine et à l'étranger, il y a Eugenia Sapira qui a travaillé aussi sur la blogosphère musulmane dans le monde anglo-saxon et qui a plein de choses intéressantes aussi. Alors, je sais pas si il existe aussi, oui. Oui, on peut se sentir concerné, effectivement. C'était deux petites questions. Excuse-moi, Christine. Non, mais je t'en prie, Romain. Alors, Théo? Ouais, alors j'ai juste deux petites questions. Merci pour cette présentation, c'était super intéressant. C'est toujours intéressant de voir aussi la construction des corpus, etc. Moi, j'avais deux questions. Une première un peu méthodologique, c'est sur le choix de Facebook et pourquoi pas d'autres réseaux sociaux. On parlait de Twitter là juste avant, sachant que Twitter, c'est pareil, c'est assez bien connu quand même pour comment dire, exacerber des controverses. Donc, est-ce que vous l'avez envisagé parce que pareil sur Twitter, je pense que c'est peut-être plus pratique pour mettre en place des méthodes un peu automatisées sur Twitter, donc faire un truc un peu plus qui analyserait le contenu de manière automatique. Parce que là, si j'ai bien compris, c'est pas ce que vous avez fait. Vous avez vous-même créé les catégories, etc. C'est pas des choses qui sont complètement créées par des classements ou autres. Et mon autre question, c'était par rapport aux différents discours donc, qui sont prononcés. Est-ce qu'il y a un usage de références extérieures dans les discours, ou est-ce que, parce que certes, vous avez observé principalement des gens qui donnent leur avis, mais parfois quand on donne son avis, on s'appuie aussi sur des arguments d'auteurs et de références, etc. Donc est-ce que vous constatez ça, des références ou des partages de noms d'auteurs ou des gens qui conseillent d'aller voir tel autre article, etc., qui font des renvois à d'autres textes, ou est-ce qu'on a majoritairement juste des gens qui donnent leur avis sans spécialement citer leurs sources? Voilà. Alors très majoritairement, ce sont des gens qui donnent leur avis sans citer de source, mais en fait je l'ai pas relevé, enfin je l'avais relevé dans la partie arguments. Ah oui, j'avais pas mis en ligne. Est-ce que j'ai mon petit tableau? Ouais, les arguments, c'était quand même le deuxième type de propos le plus utilisé. Et les arguments, il y avait parfois des références, mais c'était quand même très minoritaire, mais c'était souvent une démonstration plutôt. Voilà, c'était l'appui sur une démonstration avec la possibilité de les discuter ou de les réfuter. Mais non, alors, très majoritairement, les gens n'utilisent pas de source, ils donnent leur avis, et quand ils le font, excusez-moi, je ne les ai pas recensés, justement. Deuxième, sur la première question, sur la différence entre Twitter et Facebook. Justement, moi, j'ai voulu travailler sur Facebook parce qu'il me semblait qu'il y avait plus de débats sur Facebook, déjà. Ensuite, parce que Facebook, c'est quand même un média qui est beaucoup plus populaire que Twitter. Populaire dans le sens où il est plus utilisé, et où la population qui s'y trouve est plus représentative de la population, même s'il n'y a évidemment pas de représentativité totale, que sur Twitter, où on a justement, enfin les études qui portent sur Twitter soulignent tout ça, quoi. Donc on a affaire à une catégorie de population qui est quand même pas du tout représentative de la population en général. Donc en fait, pour moi, Twitter et Facebook, ça permet de faire des choses différentes. Twitter, c'est très utile pour faire des analyses de grosses bases de données, parce qu'on peut récupérer des milliers, des millions de tweets et faire de l'analyse automatique du langage, par exemple, pour faire des grandes catégories. Là, par exemple, sur les « Je suis Charlie, je ne suis pas Charlie », il y a les travaux de Nikos Myrnaios, Ratino, etc., toute l'équipe de Toulouse sur le sujet, où ils ont fait des grosses études sur Twitter avec des corpus énormes qui sont aussi très intéressantes, mais qui ne montrent pas tout à fait les mêmes choses. Et, alors que sur Facebook, on va vraiment avoir des discussions interpersonnelles, des discussions du quotidien, comme des discussions à la machine à café, mais sur Internet. Et il me semblait que c'était plus ça que je voulais voir.
avec une optique un peu plus ethnographique, à la manière de ce que peut faire Coralie Ilkarov, qui a aussi étudié pas mal les questions des discussions d'actualité sur Facebook. Voilà, c'était juste que c'était plutôt la méthode que je voulais employer, mais les deux me semblent très porteuses et intéressantes. Merci. Je me permettrai d'ailleurs de rebondir par rapport à ces questions un peu plus méthodologiques. Moi, j'ai trouvé vraiment passionnante ta présentation et tes travaux parce que ça soulève toute la difficulté de travailler sur des contenus web où, tu l'as montré, les images aussi sont très importantes, le second degré, et donc par rapport à des analyses quantitatives, lexicométriques, l'importance de revenir au texte pour en saisir le sens. Et en même temps, j'avais une question par rapport au travail de codage. Est-ce qu'il n'y avait pas, parce que moi j'ai été confrontée à ça parfois, avec des énoncés finalement qui relèvent de plusieurs catégories, et comment as-tu tranché par rapport à cette difficulté qui est un peu récurrente? Oui, alors le travail de codage, c'est le gros problème effectivement de toutes ces méthodes. Dans les travaux sur la délibération en ligne, généralement, enfin quand c'est possible, le mieux c'est de faire que les mêmes corpus soient codés par au moins 2 personnes différentes qui mettent ensuite, qui comparent un peu leur travail, parce qu'il y a toujours évidemment une grosse part de subjectivité dans un travail de codage. Ça, c'est très clair. Chose que je n'ai pas faite là pour ces travaux-là, j'ai fait ça tout seul, donc je n'ai pas pu croiser. Donc, c'est aussi une limite méthodologique. Et ben justement, sur les différents registres, il y a effectivement souvent des messages dans lesquels on peut avoir un avis, une indignation, etc. Donc, moi, j'ai relevé les occurrences de chacun des registres. Je n'ai pas cherché à savoir quel était le registre dominant dans un message, c'est-à-dire que s'il y a 2 registres ou 3 registres, je les relève à chaque fois. Donc en fait, ce que ça me donnait comme chiffre, c'était, d'ailleurs du coup, il y avait beaucoup plus d'occurrences de registres que de messages eux-mêmes, ça me donnait plutôt ça quantifiait le recours à certains registres plutôt que la dominance de certains registres dans les messages. D'accord, merci. Et pour les images, en fait, comment tu as pu… tu as fait des captures d'écran, tu as fait une collecte parallèle, en fait? J'ai pas analysé les images, là, j'en ai recueilli quelques-unes parce qu'elles étaient illustratives. Non, je n'ai pas codé les images. J'ai codé uniquement quand il y avait un discours d'escorte qui accompagnait l'image ou quand il y avait un débat sous l'image. Mais les images, je les ai laissées de côté. Mais il y aura une étude iconographique très intéressante à faire là-dessus, justement. Merci. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Manon, tu veux intervenir? Je ne sais pas, j'hésite parce que c'est flou, il va falloir que je clarifie en même temps que je parle, donc ça risque d'être assez confus. Donc si quelqu'un a une question déjà formulée… Alors, il y a Imen qui a une question. Des questions. Imen? Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. En fait, j'ai deux, trois questions, mais peut-être qu'il y en a une à peu près qui a déjà été répondue. La première question, elle est de l'ordre, en fait, elle est rattachée à la notion d'identité qui est associée ou attachée à ces différents groupes. Donc, d'un côté, on a le groupe Je suis Charlie qui est considéré finalement comme emblème de l'unité nationale. Et de l'autre, on a Je suis pas Charlie qui exprime du coup cette volonté de détachement de cette identité commune qui est presque imposée par l'élan collectif, par l'émotion nationale dont vous avez parlé tout à l'heure. Et en fait, je voulais savoir à quelle identité, ou du moins quelle identité est revendiquée par le second groupe, donc par le groupe Je ne suis pas Charlie. Je ne sais pas si j'ai été assez claire. Si, mais justement, elles sont diverses, ces identités. Dans le cadre de la première étude, donc les Je suis pas Charlie, comme je le disais, il y avait à la fois celui plutôt des catholiques traditionnalistes et des conservateurs d'un côté, celui de la gauche radicale qui critiquait la récupération politique de l'émotion collective, et puis celui des musulmans ordinaires qui critiquaient l'islamophobie présumée de la ligne éditoriale de Charlie Hebdo. Et alors, dans la deuxième étude, pour ceux qui critiquaient
l'émotion nationale, il n'y avait pas vraiment de revendication d'identité, en fait. C'était pas une question que je retrouvais beaucoup dans les messages. Mais c'est surtout la critique de l'émotion nationale, c'est surtout c'est surtout sur le mode des 3 premières catégories que je vous ai donné. D'accord, merci. Et ma deuxième question, c'était par rapport aux images, les images que vous avez montrées sur Je ne suis pas Charlie. Je voulais savoir où vous avez pu les recueillir et est-ce que vous avez fait une analyse, mais vous venez d'y répondre, il n'y a pas eu d'analyse Non, il n'y a pas eu d'analyse des images. Je les ai récupérées sur le groupe Je ne suis pas Charlie parce qu'elles avaient été postées entre la date des attaques et tout dans le mois de janvier 2015. Je pense que vous pouvez en trouver d'autres sur Google Images d'ailleurs, mais il y avait vraiment beaucoup d'images. Mais celles-là, je les avais récupérées sur le... J'étais en train de regarder justement. Hop, je suis en train de le faire aussi. Ah non, on ne retrouve pas trop ce qu'il y avait à l'époque. C'est pour ça que je posais la question. Mais effectivement, si c'était sur le groupe Facebook. Sur le groupe Facebook. Ça, c'était sur le groupe Facebook. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Manon, tu veux ou je te laisse réfléchir encore parce que du coup, non, en fait, c'est plus une remarque, mais ça, c'est tout l'intérêt aussi de notre séminaire qui est interdisciplinaire parce que je suis analyste du discours, on va dire plutôt plutôt du côté de la formée à la linguistique en parallèle à la sociologie. Et c'est vrai que j'avais envie de voir d'être, par exemple, le fait qu'il y ait eu des traductions en anglais, je me demandais quels étaient vraiment les mots qui avaient été utilisés. Des fois, j'ai été frustrée parce que je voulais voir la matérialité du discours et faire des analyses. En fait, votre corpus, il me donne aussi envie de travailler moi-même pour voir qui cite qui. C'est pour ça que la question sur les guillemets aussi, elle m'a intéressée. C'est qui mobilise qui cite qui, pour rentrer plus en détail en fait dans toutes les postures énonciatives et dans tout l'interdiscours, donc tous les discours qui sont pas forcément cités explicitement d'ailleurs, mais qui viennent comme ça nourrir de sens tous ces discours et ces contre-discours, ce dialogue que vous avez étudié. Et notamment, je me demandais entre de ces 3 catégories, donc on va dire extrême gauche, extrême droite, musulmans, je me demandais justement quel était l'espace de dialogue. Qui répondait à qui réfutait quels arguments, puisque j'imagine qu'il y avait tout un jeu de positionnement qui se faisait entre les Je ne suis pas Charlie. J'imagine que pour l'extrême gauche, c'était important de se distinguer du Je ne suis pas Charlie de l'extrême droite, mais au contraire, peut-être de tisser un dialogue complémentaire, ou en tout cas avec les musulmans, puisqu'il y avait la critique de l'islamophobie qui était aussi présente à l'extrême gauche. Donc je me demandais quels étaient le réseau en fait de complémentarité ou d'opposition entre les différentes positions et les manières de dire, mais concrètement les manières de dire, les sous-entendus, mais bon après c'est des trucs comme vous disiez tout à l'heure, évidemment c'est aussi lié à l'interprétation de l'analyste, donc je sais pas. Et peut-être Non, mais c'est vrai, et puis méthodologiquement parlant, il y a plein de limites, et comme je le disais aussi, je ne suis pas un spécialiste d'analyse de discours, donc c'est vrai que c'était vraiment de l'ordre de relever des arguments, d'identifier des registres, mais ça manquait de finesse, en tout cas dans l'analyse, ça c'est clair. Je vous ai mis dans le chat le lien justement vers l'analyse des discussions sur Puma, parce que du coup, il y a beaucoup de verbatim dedans. Il y a beaucoup de verbatim et qui sont en version française, donc qui sont directement ceux utilisés. Je ne sais plus si est-ce que je les ai remis tel quel. Oui, je les ai remis tel quel avec les fautes d'orthographe, etc. Mais j'ai modifié quelque chose quand même dedans. Je ne sais plus. Je l'explique dans le papier. Ok, je regarderai. Comme ça, vous le verrez. Et alors, votre question, elle est hyper intéressante, mais malheureusement, je n'ai pas la réponse à ça. Je ne l'ai pas quantifié, en tout cas. Dans la première étude sur les 3 types de Je ne suis pas Charlie, non, justement, en fait, ils se parlent très peu entre eux. Ils se parlent très peu entre eux. Ça les intéresse pas. Ils sont tous dans une posture réactive par rapport à Je suis Charlie, qu'on voit partout à la télé, chez toutes les personnalités politiques. Et ils ont une réaction de dire non, mais moi, je ne suis pas Charlie, voilà pourquoi. Mais en fait, ils ne s'intéressent pas à ce que les autres disent. C'est-à-dire que même entre
la critique de l'islamophobie présumée de la ligne éditoriale de Charlie Hebdo, même entre la gauche radicale et les musulmans ordinaires, ils se parlent pas, ils ne cherchent pas à construire des ponts, alors qu'ils parlent à peu près de la même chose. Il n'y a pas de clash entre droite, gauche, extrême droite, extrême gauche là-dessus. Ils ne se lisent pas tout simplement parce qu'ils évoluent dans des sphères et des sites différents. Là où il y a du clash, c'est dans un groupe comme Je ne suis pas Charlie. Il y a des gens qui viennent pour commenter, pour dire mais vous êtes vraiment nul de dire je ne suis pas Charlie, enfin, quand je dis nul je reste poli, mais il y a beaucoup d'insultes de la part de gens qui se sentent Charlie et qui ne comprennent pas comment on peut dire publiquement je ne suis pas Charlie, parce qu'il y a le fait de ne pas se sentir Charlie, et il y a le fait de vouloir le dire publiquement et de réunir des gens autour de soi, et là c'est encore autre chose. Et notamment venant de musulmans ordinaires qui se considèrent Charlie, enfin qui eux ont envie de dire je suis Charlie, qui vont manifester aux marches républicaines, eux sont très virulents à l'égard de ceux qui, au nom de l'islam, vont dire je ne suis pas Charlie parce que eux se sentent autant musulmans qu'eux et ils vont dire non mais attendez, tu parles en ton nom, tu parles pas au nom des autres, donc ne te permets pas. Donc ça c'est le principal clash qu'il y a. Mais en fait, sinon, les gens se parlent très peu et se communiquent peu. On est face à vraiment au truc polarisé où chacun est dans son coin et discute entre gens qui partagent les mêmes opinions, quoi. Ok. Merci beaucoup. Moi aussi, j'aurais une remarque ou plutôt peut-être une question à propos de toute cette idée d'un espace public dans lequel des prises de position s'expriment, telles que vous les avez décrites. Donc, je me demande si on prend un espace comme celui de Twitter ou des médias sociaux, est-ce qu'on peut vraiment partir d'une visée qu'on a vu avec Honnête, Habermas, qui prend les expressions discursives linguistiques comme des expressions, les manifestations d'une position dans un espace public. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, dans les espaces des journaux, en fait, il y a des professionnels qui médiatisent les prises de position. Et donc, il y a un format, celui d'un journal quotidien ou mensuel, pour représenter l'intégralité des positions, des mouvements, gauche, droite, etc., d'une manière plus ou moins équilibrée, souvent moins équilibrée, mais l'idée c'est là, il y a un format, il y a une structure, un espace dans lequel chacun a un peu sa place. Alors que dans les médias sociaux, comme par exemple dans Twitter, ce n'est pas du tout le cas, parce qu'en fait, ce n'est pas un espace qui est organisé, structuré, délimité. C'est plutôt un espace où s'expriment des énergies, des émotions, des controverses spontanées qui parfois qui vont dans tous les sens. Parfois, il y a du silence et la plupart du temps, je pense que pour le plus grand nombre des questions, il y a un silence absolu. Et donc, la question, ce n'est pas tellement de savoir comment les positions gauche-droite, important, pas important, des prises de position idéologiques différentes sont organisées, mais plutôt comment c'est déclenché, comment les dynamiques se manifestent. Et donc, on est plutôt dans le registre de la distribution des énergies, des affects, des émotions. Et ce qu'on voit dans Twitter, c'est donc ce sont ceux qui ont suffisamment de raison, de temps, d'énergie de s'exprimer. Et on ne voit pas du tout la répartition des idées, des positions qui existent dans la population, parce que pour la plupart du temps, on s'en fout, on ne réagit pas. Et donc, chaque discussion crée un peu cet espace très spécifique des émotions. Et du coup, donc, je ne sais pas si vous voyez
je vais aller, mais de toute façon, en fait, je me demande si on fait un compte, si on rend compte voilà, de cet espace de Twitter autour d'une controverse comme, par exemple, je suis Charlie, en quoi on peut vraiment parler de positions idéologiques? Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus des positions qui sont liées voilà, aux affects de ceux qui essayent de se rendre visibles en prenant position voilà, sur des positions différentes. Mais voilà. Donc, la question, c'est, en fait, en analyse du discours, bien sûr, en fait, la grande idée des années 60-70, c'était de faire des analyses de l'espace public. Hein. Et on le voit un peu de façon très théorique chez Habermas et honnête un peu, et surtout en France, hein, avec la tradition depuis Pécheux, Foucault. Et donc, avec les médias sociaux, je pense qu'il y a vraiment des défis hein, à propos de cette idée qui est une représentation des positions idéologiques, hein, parce que finalement, ce qu'on voit, ce sont seulement ceux qui voilà, qui réagissent. Donc, ce n'est pas du tout voilà, organisé de façon représentative. Voilà. Oui, ça c'est très clair. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis plus intéressé à Facebook qu'à Twitter. Il y a deux choses. Il y a d'une part le fait que les populations qui s'expriment sur les réseaux sociaux ne sont pas représentatives de la population en général. Donc effectivement, et ça c'est plutôt des thématiques que l'on creuse justement dans l'analyse des mouvements d'opinion sur Internet. Quoi. Quelle est la représentativité des opinions qu'on observe? La réponse est aucune. C'est pour ça que analyser les réseaux sociaux, ça ne remplacera jamais les sondages ou d'autres méthodes qui existent, c'est quelque chose qui vient en complément. Donc la population n'est pas représentative sur un plan socio-démographique, elle n'est même pas représentative, comme vous le dites, des gens qui sont présents sur les réseaux sociaux, parce que ceux qui parlent, ce n'est pas la majorité, c'est-à-dire que la majorité sur Twitter comme sur Facebook, c'est des gens qui utilisent Twitter et Facebook comme des navigateurs pour consulter des informations, lire des discussions, mais ils n'y prennent jamais parti. Donc il y a une minorité agissante qui, suivant les études, est entre 1 et 10% des personnes qui participent, qui, eux, sont extrêmement visibles et donc, effectivement, qui occupent l'espace du débat sans être du tout, comme vous le dites, représentatif de l'ensemble des internautes qui sont présents sur un réseau social. À cela s'ajoute un troisième facteur qui est que les algorithmes et le design des plateformes va faire en sorte de valoriser certains types de discours, c'est-à-dire des discours qui vont être les plus soutenus, les plus likés, les plus commentés, ceux qui vont être retweetés le plus vite. Donc, ça veut dire qu'il y a une prime à la visibilité pour des discours qui vont généralement être un peu plus radicaux, un peu plus dans le clash, etc., etc. Et moi, un de mes grands dadas en recherche, c'est justement l'analyse de la manière dont le design d'espace de débat va influencer la teneur du débat lui-même. Et donc, sur les réseaux sociaux, quand on prend un réseau social comme Twitter, le fait d'avoir des messages courts, le fait de pouvoir mentionner quelqu'un via l'arrobase, le fait de pouvoir se réunir avec des hashtags, ça crée un climat qui est très conflictuel, qui pousse à la radicalité des messages, etc., etc. Donc, effectivement, c'est la combinaison de ces trois facteurs fait qu'on est face à des débats qui ne sont représentatifs de pas grand-chose, si ce n'est d'un intérêt à un instant T pour une position, un sujet, etc., etc. Et l'idée de travailler sur Facebook, c'était aussi d'atténuer un peu cet effet-là, parce que si vous travaillez sur des débats au sein de pages de médias, il y a moins cette lutte pour la visibilité qu'il va y avoir sur Twitter. Donc, c'est un peu atténué, mais évidemment, ce n'est absolument pas représentatif. Et vous faites bien de le dire. C'est atténué. C'est atténué parce que quand vous publiez un message sur Twitter, il est directement visible à tous vos followers et par le biais des retweets, il est tout de suite public et très vite diffusable. Alors que dans les fils de commentaires d'un groupe Facebook,
on ne peut pas partager juste votre commentaire, donc il va rester là, et il ne va être vu que des gens qui sont en train de commenter eux aussi l'article que vous commentez. Donc, c'est un public qui est beaucoup plus limité. Par ailleurs, vous pouvez pas, si vous pouvez mentionner dans vos commentaires, mais il n'y a pas de limitation des contenus, vous ne pouvez pas utiliser de hashtags, enfin, les hashtags ne vont pas être utilisés de la même façon, donc ça va créer des dynamiques très différentes, où ça va être un peu atténué sur Facebook. Donc là, je parle bien des commentaires, parce que lorsque vous postez des messages sur Facebook, là, vous retournez dans une démarche d'ultra-visibilité, de toucher plein de gens, etc., etc. J'avais une question sur la dimension réactive versus la dimension active de ces débats, enfin de ces controverses. Est-ce que on est simplement dans la prise de position et dans l'expression d'opinion, ou est-ce que je ne suis pas Charlie débouche sur des débats qui construisent à un moment donné une action militante, une action politique, enfin des enjeux plus visibles sociologiquement parlant. Et du coup, est-ce qu'il y a une dimension pragmatique de ces discours? Est-ce que ces discours produisent une potentialité d'action ou simplement marquent un espace de position controversé? Eh ben, non, justement, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné et que je trouvais effectivement très intéressant. C'était à partir du moment où il y a beaucoup d'indignation, de critiques qui sont diffusées, à quel moment ça va déboucher sur des actions collectives où les gens vont se dire oui, bah, en même temps, on est en train de critiquer Nathalie Kosciusko-Morizet, bon, bah, on n'a qu'à porter plainte contre elle pour discours islamophobe, ou voilà, ce genre de choses. Et en fait, très peu même, pas du tout. Pas du tout. De tout ce que j'ai observé, j'ai vu une fois une internaute dire qu'il fallait s'organiser au niveau de l'école primaire pour essayer de faire pression sur un directeur ou je ne sais quoi, mais c'était vraiment un truc extrêmement minime. Et à chaque fois, en fait, ce qui découlait de la lecture de tous ces contenus et de tous ces messages, c'était quand même un sentiment d'impuissance. Moi, j'avais l'impression que tout le monde y allait de son coup de gueule, de son mot de désespérance, mais qu'à la fin, il n'y avait personne qui essayait de canaliser cette énergie pour construire une action collective. Et ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment flagrant dans ce que j'ai vu. Et je ne sais pas à quoi c'est dû. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est les réseaux sociaux qui font ça? Est-ce qu'il y a un sentiment de désespérance de dire que de toute façon, ça ne servira à rien? Vraiment, je ne sais pas. Oui. J'ai eu les mêmes constats hein, sur un tout autre espace de discussion, sur des commentaires de journaux en ligne et autour de l'immolation du chômeur de Nantes il y a quelques années. Et j'avais caractérisé une des dimensions qui était l'impuissance face aux évolutions de la société. C'est-à-dire, il y a une impossibilité à passer à une action militante où elle est très, très marginale. Il y a très peu de propositions pour dépasser la controverse. Par contre, bon, il y a, comme le disait Johannes, il y a une expression des énergies négatives, il y a beaucoup de violence, il y a une identification aussi de cette violence aux hommes politiques, il y a un déplacement sur le politique, mais de manière assez personnalisée la plupart du temps, jamais sous l'angle de propositions, disons, de contre-politique ou de contre-arguments, disons, militants. Il y a très peu de... Il y a très peu de construction d'actions collectives finalement dans ces controverses en ligne. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un espace délibératif qui pourrait en produire, mais qui ne le fait pas. Je suis tout à fait d'accord et j'observe exactement la même chose. Et j'observe aussi la même chose sur le fait que l'agressivité va se tourner vers des personnalités
publiques et politiques et qu'il y a un effet défouloir, quoi. On vient taper son coup de gueule, crier, etc. Mais il n'y a effectivement pas grand-chose de constructif qui se crée derrière. C'est peut-être lié aussi à l'endroit, aux endroits qu'on observe, c'est-à-dire que Facebook, Twitter, c'est les espaces de discussion du quotidien. Une fois de plus, il y a un côté machine à café où c'est pas forcément là qu'on va se mobiliser. Si on observait les commentaires sur des sites de pétition en ligne, je pense que ce serait différent. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de politique, beaucoup de controverses et au final assez peu d'action. Je vois dans le message que Christine... Oui, elle vient de m'appeler. En fait, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Son ordinateur s'est éteint d'un coup. Et d'ailleurs, on ne comprend pas comment ça se fait. C'est elle qui est propriétaire du compte. C'est bizarre qu'on continue à pouvoir être ensemble. Elle avait peur que ça ait tout fait bugger. Donc, elle s'excuse. Elle va faire réparer son ordinateur. Elle ne sait pas d'où ça vient. Bref. Mais c'est bizarre qu'on soit encore en ligne, sachant que c'est elle qui est... Non, parce que son compte doit toujours être en train de tourner. C'est une bonne question, remarque. Donc, je ne sais pas comment on va quitter la réunion, enfin, qui va fermer la réunion à la fin. Enfin, je ne sais pas si ça se fermera tout seul. Enfin, bon, voilà. Mais elle te remercie chaleureusement. Elle est vraiment désolée. C'est une bonne question. Ouverture philosophique pour terminer. Voilà. Par contre, je ne sais pas si la vidéo pourra être récupérée, du coup, si c'était elle qui l'avait lancée. Ça a l'air de toujours s'enregistrer. Hein. Oui, ça enregistre, mais je ne sais pas comment on va récupérer le fichier à la fin. Bon, ce sera peut-être sur son compte Zoom, du coup. Voilà, donc elle s'excuse et voilà, dit au revoir et te remercie. Ça marche. Écoute, merci à vous. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est très intéressant. Alors, il y a la question, ce sera sur il y a une chaîne YouTube, Discours.net. Je ne sais pas, peut-être on peut envoyer le lien si jamais on arrive à le récupérer. Enregistrement, voilà. Pardon. Je vais envoyer le lien dans le chat. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci. Merci bien. Au revoir. Au revoir.